Alors, bonjour à tous. J'ai pas eu l'occasion encore de vous saluer. J'espère que vous allez bien en cette fin d'année, que la forme est encore là, qu'il vous reste un peu d'énergie. Donc, on va aborder un atelier qui est important dans la vie d'un e-commerçant. C'est comment choisir son CMS e-commerce. Donc, je vais partager mon écran et puis je vais me présenter rapidement avant de démarrer. Alors, croisons les doigts pour que tout fonctionne bien. Ça a l'air bon. Vous voyez bien mon écran en entier OK. Ouais, c'est bon. Eh bien, super. Allez, c'est parti. Donc, je suis coach e-business. Donc, j'accompagne des TPE et PME sur l'e-commerce, mais aussi sur le marketing digital dans l'acquisition de leads. J'ai créé Veridigital il y a à peu près 5 ans, 5 ans, oui. Et ça fait une quinzaine d'années que j'œuvre dans l'e-commerce et 20 ans dans le digital. Donc, je suis référent chez Aden West, qui est un des plus gros réseaux du numérique français. Expert aussi CPME Digital Boost. Comme Maud l'a expliqué, mentor, donc je vais en retrouver comme vous en groupe ou parfois en individuel. Et puis, pour moi, très important de pouvoir reverser une partie de mon chiffre d'affaires dans la protection de l'environnement. Alors, j'ai créé un collectif. En fait, on est une agence avec une quinzaine d'indépendants, tous experts dans leur domaine. Ça va du juridique, logistique, tout ce qui est technique, et puis communication. C'est une 140 à peu près clients accompagnés depuis 5 ans, de la TPE à la PME. J'ai la chance d'avoir de bons partenaires et de belles missions, donc on est bien récompensé. Et donc, on a un certain nombre de clients, vraiment de toute taille. Ça va du commerçant jusqu'aux grands groupes, comme Oxfam Magasin du Monde, O2, Papa Pic Maman Cou, pour ceux qui connaissent peut-être. Allez, on va faire une petite introduction, si vous voulez bien, sur le parcours client d'aujourd'hui. En 2021, quelle est l'expérience client? Parce que c'est important d'avoir ça en tête avant de mettre en place les outils, donc le CMS e-commerce. Alors en fait, le parcours client aujourd'hui est multiple, donc on parle d'omnicanalité. Donc là, je vous ai fait un parcours type où le client aujourd'hui, donc vous en tant que consommateur, vous allez être amené à vous informer avec des sources différentes. Ça peut être du catalogue, du papier, du physique, une affiche extérieure, la radio, la presse, la télé. Vous allez aussi vous informer sur un site et puis potentiellement, vous allez tester le produit en magasin physique. Vous allez éventuellement comparer, que ce soit même dans le magasin parfois. Vous sortez votre mobile et vous allez voir si le prix n'est pas moins cher ailleurs. Vous allez vous faire conseiller, même s'il y a un bon vendeur, vous allez quand même vouloir obtenir des avis. Potentiellement, vous allez acheter le produit que vous avez testé dans le magasin. Vous allez pouvoir suivre votre commande sur votre application, le site ou autre, et retirer votre achat en magasin ou bien sûr vous le faire livrer. Après, vous allez donner son avis, il manque le petit mot. J'espère pas pour vous, mais vous aurez peut-être à solliciter le SAV et puis éventuellement retourner votre achat, donc en magasin ou éventuellement par un transporteur, et puis vous partagerez votre expérience. Bon, c'est un exemple de parcours client que certainement vous avez vécu. Et donc, l'idée du CMS e-commerce, c'est que ce CMS s'intègre en fait dans ce parcours-là. Soit par la mobilité, soit par le site en direct, mais que toutes les informations où le visiteur, puis le client passe, puissent remonter dans la boutique. Un exemple d'omnicanalité, c'est McDo, par exemple. En 2010, on était encore aux caisses, il y avait un site internet McDo, mais avec des réseaux sociaux, mais pas plus.
Aujourd'hui, en 2020, on est vraiment sur l'omnicanalité, puisque là, on a des bornes interactives en magasin. On peut commander sur son ordinateur ou sur mobile. Et on peut même évidemment se faire livrer maintenant avec Uber Eats, notamment, ses commandes. Bon, McDo utilise aussi les réseaux sociaux, Google My Business, bien sûr, au niveau des centres locaux. Alors là, je vous montre un exemple quand même, une marque internationale. Vous allez me dire, oui, mais bon, moi je suis tout petit, je me lance. Alors, est-ce qu'on peut faire la même chose? Bah, je vais vous prouver que oui. Je prends Vincent Guerlet. Alors, je vous assure, c'est très bon, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à y aller. Donc, Vincent Guerlet, il est à Nantes. Et il a commencé par un laboratoire à vendre des chocolats, des pâtisseries. Aujourd'hui, il s'est développé. Il a à peu près 4 ou 5 magasins sur la région nantaise. Mais très tôt déjà, il avait monté un site e-commerce, donc sous PrestaShop à l'origine. Donc ça fait quelques années déjà. Et puis là, récemment, je suis allé voir, il a fait une migration vers Magento. Donc on voit en fait le site e-commerce ici, la présentation de ses produits. Derrière, donc, on a du paiement sécurisé, livraison par coursier, on a le retrait en boutique qu'on appelle le click and collect, et puis la livraison à domicile. Il utilise les réseaux sociaux et Google My Business sur chacun de ses magasins. Donc, on est sur une expérience omnicanal. Bon, vous allez me dire, OK, bon, et on voit bien, il y a du budget quand même derrière tout ça, il y a 5 magasins, ça tourne. Bon, alors, allons voir les embobineuses. Les embobineuses, c'est une toute petite boutique que vous voyez là, qui est à Nantes, hein, parce que pour info, je suis à Nantes, c'est plus facile pour moi. Et donc, à Nantes, vous avez les embobineuses, donc c'est un duo de jeunes femmes qui a ouvert cette boutique-là et qui, dès le départ, ont créé leur site e-commerce, donc avec WooCommerce, qui permet deux choses. Qui permet, alors, dans un premier temps, de pouvoir réserver des ateliers couture au sein de la boutique. Donc, au fond de la boutique, on a l'atelier et devant, on a des produits qui sont vendus et maintenant vendus en ligne. Elles sont sur les réseaux sociaux, elles sont sur Google My Business, elles font du click and collect et ça reste une toute petite boutique. Voilà. Et puis le dernier cas, il y a moins d'omnicanalité, c'est ce qu'on appelle les pure players, c'est-à-dire vraiment les gens qui font que de l'e-commerce, qui sont 100% digital. Donc ça, on en connaît beaucoup, évidemment, et c'est accessible à toutes les tailles. Alors, quelques chiffres clés. Je vais faire vite, c'est histoire de vous remettre ça. De toute façon, la vidéo sera disponible, vous pourrez revoir ça, mais en gros, ça vient renforcer ce que vous avez vu en formation, hein, c'est plus de 200 000 sites e-commerce en France, vous avez 40 millions de Français qui achètent en ligne, donc 43% qui utilisent le click and collect. Vous avez un panier moyen autour de 60 € qui continue de baisser gentiment, mais je pense qu'on va arriver au plafond, au seuil plutôt de 50 €, comme au UK, c'est à peu près ce qu'on a. 50% des moins de 25 ans achètent par Internet. Ça veut dire que les générations qui arrivent sont de plus en plus donc digital natives, mais favorise l'expérience du phygital, c'est-à-dire vraiment cette expérience omnicanale entre le web et le physique. Donc les deux fonctionnent très bien ensemble. D'ailleurs, 26% des consommateurs achètent en physique plus Internet. D'autres, c'est que en physique et d'autres, c'est que par Internet. Alors, comment choisir son CMS e-commerce? Donc, si vous attendez comme réponse que je vous dise, c'est un tel, vous devez choisir tel CMS, non, parce qu'en fait, c'est important d'avoir en fait une vision claire et précise de votre projet, de vos objectifs, de vos contraintes, afin de pouvoir choisir l'outil.
Mais dans tous les cas, ne faites pas l'erreur que font beaucoup de porteurs de projets e-commerce, c'est de démarrer sur l'outil. Donc, on démarre avec un Shopify parce que c'est facile, oh, c'est sympa, on a envie vite de s'y mettre pour voir du concret. Et puis après, on se rend compte, bah ouais, mais mince, en termes de fonctionnalité, comment je vais faire ça? Oh, puis alors ça, c'est compliqué de modifier ça. Ah ouais, j'avais pas prévu ça. Ah oui. Et puis en fait, on a un certain nombre de déconvenus. Et puis on se rend compte, bah, au bout de 6 mois, un an de mise en ligne, qu'il n'y a pas beaucoup de commandes. Donc, c'est pas lié, bien sûr, qu'au CMS e-commerce, mais le CMS e-commerce, c'est un outil, et un outil doit être défini pendant toute la phase de définition et vraiment choisi à la fin, après avoir déterminé votre stratégie et votre cahier des charges. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Alors déjà, qu'est-ce qu'un CMS? Parce qu'il y en a parmi vous qui ne savent peut-être pas ce que c'est. Alors CMS, c'est le Content Management System, donc ça c'est en anglais. En français, c'est SGC, gestion de contenu. Donc ça regroupe une catégorie de logiciels qui permettent de concevoir, de gérer et mettre à jour des sites web ou des applications mobiles de manière dynamique. Donc en fait, vous avez une sorte de logiciel qui est dédié à Internet, qui fonctionne sur Internet et qui va vous permettre facilement de créer, enfin facilement, attention aux guillemets, de créer un site avec un moteur qui existe déjà. Vous avez déjà ce logiciel. Après, vous n'avez plus qu'à l'agrémenter de vos produits, vos catalogues, votre charte web, etc. Mais vous n'avez pas besoin de redémarrer de zéro. C'est ça l'intérêt du CMS. Alors, les principaux CMS e-commerce sur le marché, vous les avez là à l'écran. On a des solutions qui sont internationales, d'autres franco-françaises, comme Oxatis notamment, PrestaShop qui est français d'origine. Wix, c'est allemand, SAP aussi, donc c'est anciennement Ibris. Vous avez Magento qui est américain, OpenCart qui est allemand, WooCommerce qui est américain et Shopify américain. Allons voir un petit peu la répartition de ces CMS en fait dans le monde. Donc c'est intéressant de voir parce que c'est des critères qui sont importants à prendre en compte. On voit bien que WooCommerce est l'outil le plus utilisé et je pense que la note devrait être supérieure à celle-ci pour des raisons techniques, mais bon, je vais passer ça, ce n'est pas très important pour vous. On a Shopify qui continue sa croissance et qui vient prendre des parts de marché sur WooCommerce, donc 32%, ce qui n'est pas rien. Et puis après, se découpe des petites parts du gâteau avec PrestaShop, Magento, Wix. Alors ça, OneC Bitrix, c'est rentré il n'y a pas très longtemps dans le camembert, dans la répartition. C'est une solution qui est russe. Donc c'est vraiment utilisé Russie, Ukraine, voilà, c'est vraiment pays de l'Est. Donc là, vous aurez la répartition en nombre. Alors ça, ce sont les sites qui sont traqués et qui répondent sous cette technologie. Donc vous voyez un petit peu avec bien les autres qu'on ne voyait pas, tous les autres sites e-commerce. Alors, je vous ai listé 4 grandes familles pour réaliser en fait vos choix. Donc, ces 4 familles, ces 4 grands critères vous permettront de vous aider à bien choisir votre CMS. Donc, on a les fonctionnalités, l'évolutivité de la plateforme, je vous expliquerai de quoi il s'agit, les performances, bien sûr, de la plateforme, les compétences nécessaires pour faire vivre créer et faire vivre votre CMS. L'omnicanalité, on en parlait, c'est par rapport aux magasins mobiles, etc. Synchro SI, je vous expliquerai dans le détail de quoi il s'agit. Le modèle, si c'est du SaaS ou de l'open source, je vous expliquerai aussi. Et bien sûr, le budget.
Alors, sur les fonctionnalités, vous avez, quand vous prenez un CMS e-commerce, vous avez toujours des fonctionnalités natives, on va dire des fonctionnalités de base. Sauf que ces fonctionnalités de base peuvent varier selon les CMS. Donc, c'est important que vous définissiez en fait les fonctionnalités que vous attendez, déjà par rapport à votre cible. Si vous avez une cible B2C, ça veut dire vente aux particuliers, là, vous aurez besoin de fonctionnalités courantes que vous rencontrez quand vous allez acheter des vêtements, des objets, des accessoires, de la high-tech sur les sites grand public. Par contre, quand vous vendez au B2B, c'est-à-dire auprès des professionnels, vous serez amené à avoir des fonctionnalités spécifiques, comme par exemple ne pas vouloir afficher les prix publics, avoir un accès professionnel pour que ces mêmes professionnels puissent accéder à des tarifs spécifiques selon leur identité. Donc, on peut faire des remises particulières en fonction de qui se connecte. On peut montrer une partie ou la totalité du catalogue à certains professionnels. Donc, il y a plein de fonctionnalités avec des paiements particuliers, avec des conditions particulières. Donc, tout ça, il faut bien l'identifier. Ensuite, sur le CMS, vous aurez bien sûr toute la partie graphique, l'ergonomie, le parcours client. Donc, si vous vous lancez dans un CMS e-commerce, est-ce que vous serez en capacité de modifier par vous-même un thème qui peut être fourni en standard ou un thème que vous allez acheter qui vous convient, qui se rapproche le plus de votre thématique, ou alors faire un thème graphique sur mesure. L'ergonomie, le parcours client, ça fait partie des fonctionnalités qu'il faut bien appréhender. Soit vous les appréhendez, soit vous déléguez. On a bien sûr toute la gestion du catalogue et les fiches produits. Qu'est-ce qu'on a comme option, comme fonctionnalité? Est-ce que sur les fiches produits, on peut créer des produits personnalisables? Est-ce qu'on a la possibilité de créer des packs de produits? Voilà, donc il y a plein de choses comme ça autour de la gestion du catalogue et des produits. Ensuite, il y a la partie de l'animation commerciale. Tout ce qui est autour de la remise, fidélisation, cross-selling, franco de port, etc. Donc là, encore une fois, par exemple, sur les remises, vous n'avez pas un CMS qui fonctionne de la même manière. Les CMS vont, par exemple, vous dire, voilà, on a une date limite pour un bon de remise, et d'autres vont pouvoir rajouter une option, une condition supplémentaire qui est importante pour vous. Par exemple, cet usage de code promo sera utilisable qu'une fois par client. Mais il y a certains CMS qui ne proposent pas ça en standard. Donc, c'est important que vous ayez une vision très précise des fonctionnalités que vous attendez. Après, vous avez le tunnel d'achat. Donc, le tunnel d'achat, bien sûr, c'est tout ce qui concerne la création du compte client, les fonctionnalités de paiement, de transport, et puis éventuellement, comme on le voit sur certains sites comme Amazon, c'est cocher une case pour que ce soit un cadeau, et on met un emballage particulier. On peut aussi imaginer un petit message qui va être imprimé sur une petite carte jointe qui sera mise dans le colis. Voilà. Donc, toutes ces fonctionnalités-là, il faut prévoir aussi dans le tunnel. Et puis après, il y a toute la partie back-office. Pour vous, c'est l'usage de la plateforme en coulisses. Donc, voir comment vous allez utiliser le site, la gestion des commandes, mais au-delà de l'interface utilisateur, si elle vous parle, si elle est accessible sur petit écran, si c'est clair, si c'est et puis combien de temps vous allez mettre, par exemple, pour créer une fiche produit. Est-ce que vous avez tous les rapports analytiques des performances de vos ventes?
Voilà, donc toutes ces fonctionnalités, listez-les dans un cahier des charges. Ça, c'est la première chose. La deuxième, demandez des démos. Toutes les plateformes vous permettent d'avoir des démos. Donc, vous testez tout ça. Et puis, vous voyez déjà de ce côté-là, côté fonctionnalité, quel est votre ressenti et les capacités de l'outil à répondre à vos besoins. Alors, sur l'évolutivité. Pourquoi on parle d'évolutivité? Parce que souvent, quand quelqu'un se lance dans l'e-commerce, il va aller au moins cher, au plus simple, au plus rapide. Alors, c'est une stratégie, sauf que souvent, au bout de, quand ça marche, bien sûr, au bout de 3 ans, 4 ans, voire moins, enfin, voire 5 ans, en général, ça ne va pas au-delà. On se dit, ah ouais, mais là, mon CMS, il n'est pas assez puissant, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Et puis, j'ai changé un peu ma démarche. Et puis maintenant, je vais à l'international, etc. Donc, si vous ne l'avez pas forcément prévu au départ, il y a de fortes chances pour que vous soyez obligé d'aller vers une migration, c'est-à-dire de changer de CMS. Et ce n'est pas anodin. Alors, les questions à se poser dès le départ, en termes d'évolutivité. Si vous voulez vendre à l'international, est-ce que le site sera multilangue, multi-paiement, multi-devise? En termes de transport, qu'est-ce qu'on peut greffer comme module dessus? Est-ce qu'on a bien la gestion de toutes les taxes? On peut avoir aussi la nécessité du multi-boutique. Par exemple, vous prenez les drives, donc vous avez en fait sous la même enseigne, par exemple Leclerc, vous allez vous connecter sur le site du Leclerc de Nantes, de Paris, de Besançon, et à chaque fois vous avez un stock produit, un catalogue qui sera différent. Vous aurez des fonctionnalités de paiement qui peuvent être différentes en fonction de la localisation. Vous n'avez pas les mêmes stocks, etc. Dans le cadre de la franchise aussi, par exemple, les chaînes comme Truffaut, voilà, genre, Villa Verde, ces chaînes-là, peuvent aussi avoir besoin de plusieurs boutiques différentes sur leur site. Vous pouvez avoir aussi besoin de faire du multisite demain, c'est-à-dire, par exemple, vendre en marque blanche. Vous pouvez avoir votre site avec vos couleurs et votre logo, votre marque, etc. Et puis, sous la même plateforme CMS, avoir un autre site qui va utiliser le catalogue commun, mais qui peut être divisé en deux. Vous avez deux gestions des commandes différentes et vous le vendez sous une marque blanche. C'est une autre marque que vous allez créer. Alors, l'évolutivité passe par l'ajout de fonctionnalités. Si déjà, quand vous optez pour un CMS qui est déjà au taquet de ses fonctionnalités, de ses possibilités, bah, vous serez forcément bridé dans votre évolution. Et se connecter à votre SI, ça, je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure. Alors, l'évolutivité, ça passe aussi par sa capacité à encaisser des pics de commandes. Il se trouve que quand vous tombez sur un Black Friday, sur une fête des pères, sur la fête des mères, sur Noël, ou genre d'événements très courts, bah, vous avez souvent des pics de commandes. En tout cas, je vous le souhaite. Et donc, parfois, bah, la plateforme ne supporte pas une capacité de dépassement de commandes ou de pic de commandes. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre aussi ces critères-là en compte pour bien staffer le serveur, l'hébergement que vous aurez pris. Ah, pardon. Donc, un changement de CMS, donc c'est ce qu'on appelle une migration ou une refonte éventuellement, mais la refonte, c'est un terme qu'on utilise aussi quand on refond notre propre site, c'est-à-dire qu'on change une charte graphique, par exemple. C'est un budget conséquent et puis surtout un risque de perte de données. Parce que quand on passe d'un CMS à un autre, on ne va pas récupérer les mots de passe de vos clients. Et du coup, il va falloir relancer tous vos clients pour qu'ils recréent à nouveau un accès à leur compte. Donc,
ça peut être compliqué. Et dans la transition, on peut aussi perdre des données ou des données qu'on ne peut pas récupérer. Voilà, donc c'est important de se projeter. Alors, parlons aussi des performances du CMS. Alors, les performances, pourquoi? Parce qu'il doit être disponible déjà 24 heures sur 7, 24 heures sur 24, toute l'année. Mais pas que, puisqu'on doit aussi avoir une vitesse de chargement des pages particulièrement rapide. Rapide, ça veut dire en dessous des 3 secondes. Ça fait partie des tests proposés notamment par Google. Vérifier le téléchargement de vos pages, et notamment sur mobile, parce que c'est un petit peu plus long. Il doit être performant aussi pour le référencement naturel, donc être optimisé techniquement pour que vous n'ayez plus qu'à remplir les balises qui vous permettront d'optimiser votre référencement naturel. Performance aussi en termes de synchronisation avec votre système d'information pour que la remontée des stocks, le transport, tout ça, ça se fasse dans les bonnes conditions et quasi en temps réel. Je parlais des pics de commandes juste avant. Donc ça fait partie des performances. Donc d'avoir un CMS et un hébergement qui supportent les pics de commandes. Ensuite, on a la sauvegarde et la protection de vos données. Ça fait partie des performances. Donc, il faut prévoir aussi ces aspects-là parce que vous pouvez vous faire hacker votre site, donc cybersécurité, et demain, perdre toutes vos données. Et là, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Donc, c'est très compliqué, surtout sur une période comme Noël, par exemple. Des jours sans vendre, voilà, c'est du chiffre d'affaires en moins. Alors après, performance aussi, on en parle assez peu, surtout en e-commerce, mais c'est pourtant important, c'est l'accessibilité. Donc avoir respecté en fait une charte pour que les handicapés visuels et autres puissent profiter en fait de l'expérience que vous proposez. Malheureusement, tous les CMS ne sont pas optimisés sur ce point-là. Et puis, j'avais envie quand même de parler, parce c'est un sujet qui se développe évidemment de plus en plus, et tant mieux. Donc, c'est l'éco-conception du site. C'est faire en sorte, en fait, qu'on réduise le poids des pages, l'utilisation d'énergie pour faire fonctionner votre site e-commerce, et donc, forcément, par déduction, réduire les émissions de CO2. Et l'avantage de l'éco-conception, quand on est dans cette démarche-là, qui coûte un petit peu plus cher, mais c'est encore à la marge, permet aussi surtout d'avoir des performances plus importantes en termes de vitesse de chargement de page, puisqu'on va vraiment à l'essentiel, on maximise les performances, on réduit la taille des images. Donc faites des tests de performance avec des boutiques qui utilisent le CMS que vous visez, et questionnez les utilisateurs, c'est-à-dire les marques, voilà, sur l'usage de leur plateforme pour que vous ayez un véritable retour en fait sur le CMS. Alors les compétences, c'est important. Si vous voulez vous lancer tout seul dans l'aventure de l'e-commerce avec votre background à vous qui n'est pas forcément technique ni marketing, il va falloir se poser les bonnes questions parce que créer son site ou mettre à jour son site ou gérer son site, ça demande des compétences. Donc déjà, premier point, faites le point sur vos compétences à vous, vous et votre équipe éventuellement. Donc vraiment, de manière très objective, ce que vous savez faire, ce que vous ne savez pas faire. Sachant que votre but, c'est quand même à la base de vendre, de vendre des produits. Donc, normalement, votre cœur de compétences, c'est la vente, éventuellement le marketing, éventuellement la communication, mais vous devez vendre. Donc, c'est au moins acheter des produits ou les fabriquer et les vendre. Votre cœur est là. Le reste, après, c'est des compétences que vous pouvez acquérir. Mais bon, il y a tellement besoin de savoir faire plein de choses différentes. Bon, vous suivez la formation e-commerce nation et tant mieux, ça va vous donner des compétences. Après, c'est vraiment par l'entraînement, la pratique,
que vous allez développer celle-ci. Et puis, vous verrez, il y a certaines compétences qui nécessitent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour parvenir à atteindre ces niveaux d'expertise. Voilà, donc identifier des compétences externes disponibles sur le marché par rapport au CMS. Si vous prenez le CMS Startampion qui a été développé, je ne sais pas, à Chypre, où il y a 500 utilisateurs du CMS dans le monde, il y a peu de chances qu'il y ait d'autres développeurs ou utilisateurs qui puissent vous aider sur le marché français ou ailleurs. Par contre, quand on prend la courbe du départ, le camembert, on voit bien que les compétences autour de WooCommerce, Shopify, PrestaShop, Magento, vous les trouverez sans trop de difficultés. Par contre, le côté, enfin la face un petit peu cachée autour de WooCommerce et même Shopify, c'est que vous avez aussi beaucoup de prestataires qui se disent compétents, mais qui ne le sont pas. Et donc, il y a des critères aussi pour trouver des agences qui sont certifiées, elles ont des labels. Certains éditeurs comme PrestaShop, Magento, non pas WooCommerce malheureusement, ont des labels, c'est-à-dire qu'ils sont formés, ils ont fait plusieurs projets, donc voilà, il y a une forme de garantie par les agences ou les freelances qui maîtrisent ces aspects-là. Donc, identifier la taille de la communauté aussi, donc tout ce qui est autour du support, les forums, les mises à jour, surtout si vous faites ça tout seul, vous aurez besoin d'aide quand vous poserez des questions. Et puis, c'est important, voilà, toujours challenger, comparer, questionner les clients des prestataires. Si vous mettez un cahier des charges auprès d'une agence ou d'un freelance, demandez-lui ses références et puis appelez ses clients pour savoir si ça s'est bien passé. Voilà. Donc, c'est le genre de petits conseils qui fonctionnent bien. Ensuite, en termes d'omnicanalité, alors votre CMS e-commerce doit être optimisé en fonction de vos canaux de vente et de communication. L'omnicanalité, c'est des canaux physiques, comme le magasin physique ou le site e-commerce, mais on a aussi les canaux de communication. Donc, par exemple, le desktop, donc c'est votre écran, votre ordinateur, la tablette et mobile. Alors, le mobile, je l'ai mis en gras parce que ça, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui d'avoir des CMS qui offrent une expérience mobile vraiment très optimisée. Et pourtant, il faut savoir que le trafic mobile, c'est pratiquement les 2/3 du trafic en B2C. En général, c'est à peu près ce qu'on a. Malheureusement, le taux de conversion est beaucoup plus faible que sur desktop. Donc, vous avez forcément moins de commandes, de par l'usage du mobile, mais aussi parce qu'il n'est pas encore totalement optimisé, que les modes de paiement ne sont pas toujours les bons mis en place. C'est compliqué, on n'imagine pas sortir à carte bleue dans son bus et puis taper les numéros devant tout le monde. Alors que si vous avez un Apple Pay, par exemple, qui est connecté directement, vous n'avez plus qu'à faire 2 clics sur votre bouton et la commande est passée. Voilà, donc c'est juste dans les usages aussi. Multiboutique, par exemple, un magasin physique avec gestion du catalogue du stock, donc les drives, les marques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça demande une gestion quand même technique, quand même un peu plus touchy. Le click and collect, donc ça, c'est simplement offrir la possibilité à vos clients de venir récupérer son colis dans le magasin physique. Maintenant, certaines enseignes proposent des rendez-vous. Donc là, il faut connecter un agenda, un planning, avec un ERP ou un autre outil qui vous permet en back-office de gérer la récupération des commandes. Et puis, on a de plus en plus des bornes interactives, comme à McDo, par exemple, mais aussi maintenant de plus en plus dans d'autres chaînes, petites chaînes de vente à emporter. Dans les Leroy Merlin, les Castos, vous avez ce genre de solutions qui se développent.
Les informations clients donc mises à jour dans le parcours client digital, c'est-à-dire entre le physique et le digital. Alors, j'avance parce que j'ai plein de choses à vous dire, mais on arrive quand même au bout. La synchro SI. Alors, ça veut dire quoi? En fait, quand vous avez un CMS e-commerce, potentiellement, vous allez aussi le connecter, l'interfacer avec d'autres logiciels. Par exemple, avec votre ERP. Un ERP, c'est un outil de gestion commerciale, comme Ciel, EBP, il y a Sage, Divalto, SAP, et il y en a des dizaines d'autres. Un ERP, en général, est souvent en place dans l'entreprise pour gérer les factures clients, mais aussi les factures fournisseurs. Les factures fournisseurs, vous ne les gérez pas normalement, sauf si vous rajoutez un module spécial avec votre CMS e-commerce. Donc ça, c'est des choses que vous faites après en off, par email ou autre. Tout dépend de comment vous gérez votre logistique. Donc vous aurez peut-être besoin de connecter aussi avec votre CRM. Un CRM comme Salesforce, HubSpot, Sugar CRM, il y en a plein d'autres. Là encore une fois, il y en a des dizaines, voire des centaines. Le CRM, en gros, c'est la gestion de votre relation client. Donc, vous allez pouvoir segmenter vos clients dans des groupes. Par exemple, le groupe hommes qui achètent des pantalons, groupe femmes qui achètent des jupes. Voilà, vous avez deux cibles et vous allez donc pouvoir adresser des messages de conseils d'animation commerciale auprès des cibles de manière très précise. Et puis, avec un CRM, certains en tout cas, vous aurez du marketing automation. Donc, c'est la possibilité, en fait, d'avoir des scénarios automatisés où, en fonction de l'action de la personne sur le CMS e-commerce, vous pourrez recevoir des messages personnalisés. Alors, on parlait aussi de la plateforme d'emailing, parce qu'un CMS n'est pas une plateforme d'emailing. Un CMS va envoyer les emails transactionnels, c'est-à-dire tous les emails basés sur les commandes, l'expédition, l'annulation, remboursement, la livraison. Donc ça, oui, c'est géré par le CMS. Par contre, tous les emails à titre commerciaux, de conseils ou autres, il vous faut une plateforme d'emailing ou gérée par votre CRM. Donc, quelques exemples. Vous aurez à connecter une analytique. Donc, vous avez souvent une analytique qui est intégrée dans votre CMS. Le gros problème, c'est que ces analytiques-là ne sont pas toujours justes sur le trafic, puisqu'en général, elles mesurent les passages des robots. Et souvent, vous avez un trafic qui est beaucoup plus important dans le back-office de la plateforme, qui est hébergé sur le serveur, et pas une analytique externe qui va vraiment mesurer les visiteurs. Donc, si vous partez par exemple sur Acceptio, Acceptio c'est le pendant de Google Analytics, mais qui est RGPD, qui est une solution européenne qui vous montre vraiment bien le trafic. Le problème du RGPD, c'est les cookies. J'accepte les cookies ou je refuse les cookies. Si vous refusez les cookies, eh bien, on ne vous voit plus dans le trafic. Et donc, depuis fin mars 2021, le RGPD a obligé donc l'acceptation ou le refus des cookies. On a pu analyser sur la plupart des sites e-commerce une baisse de 30 à 50% du trafic e-commerce. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas là, ne viennent pas. Ça veut dire qu'on ne les voit pas. Parce qu'on n'a plus le cookies, on ne peut plus y accéder. Donc c'est un vrai problème. Et beaucoup d'éditeurs, Google et autres, travaillent justement avec le RGPD pour trouver une autre solution. Donc vous allez connecter votre CMS aussi avec les réseaux sociaux, notamment le pixel de Facebook, si vous voulez faire de la pub sur Facebook. Vous allez avoir les modules de paiement, vous allez avoir la logistique et le transport, c'est deux choses différentes. La logistique, c'est par exemple un WMS, un logiciel qui va vous permettre en fait de remonter les stocks et de gérer en fait vos flux de commandes. Et après, les transports,
c'est tout ce qui est Colissimo, Mondial Relay, etc. Chacun a son module et vous allez pouvoir passer soit par une solution qui englobe tous ces modules-là, ou par les modules différemment que vous allez installer. Et donc, à chaque module, vous allez avoir un outillage, une douchette, vous allez avoir une imprimante pour imprimer les étiquettes sur les colis. Alors, si vous faites du dropshipping, vous n'aurez pas besoin de ça. Par contre, vous aurez quand même besoin des modules pour avoir la remontée des commandes et faire le suivi de vos colis. Et puis, vous aurez aussi potentiellement à connecter votre CMS à des marketplaces. Alors, en général, ça ne se fait pas en direct, ça se fait via d'autres modules, d'autres extensions comme Lingo, EasyFlux, etc., enfin, qui a changé de nom d'ailleurs. Voilà, donc ça, c'est les flux de catalogue que vous allez envoyer sur les marketplaces. Et puis, vous avez d'autres modules tiers qui vous permettent, par exemple, de faire du chat ou de faire des tests AB comme Hotjar qui permet d'avoir des vidéos du trafic, de voir les comportements en fait, de vos utilisateurs. Et puis, j'en passe, je vous ai donné les grandes familles, mais il y a encore plein d'autres modules qu'on peut connecter sur votre CMS e-commerce. Alors, juste pour comprendre un petit peu le SaaS versus open source. Le SaaS, en fait, c'est simple. Vous avez accès à une plateforme sous loyer, donc sous abonnement. Vous avez un abonnement mensuel et vous pouvez accéder au service. Un jour, vous arrêtez de payer, et ben, ils vous ferment la porte et vous n'avez plus du tout accès au service. L'open source, en SaaS, vous avez Shopify, par exemple, qui est en SaaS. Vous avez Wix, voilà, et puis il y en a d'autres, bien sûr, mais en e-commerce, c'est surtout cela. En open source, vous avez PrestaShop, vous avez Magento sur la version communauté, vous avez OpenCart, vous avez bien sûr WooCommerce et WordPress qui sont open source. Alors la différence, enfin les différences, quelques-unes, je ne vous ai pas tout mis parce qu'il y en a plein d'autres. Donc là, le SaaS, vous avez un loyer et des commissions sur le chiffre d'affaires. Là, ici, vous n'en avez pas. Le droit d'usage, donc là, c'est payant. Pour l'utiliser, il faut payer. L'open source, un WooCommerce, vous pouvez en faire ce que vous voulez, le prendre à bonne volonté. C'est sous licence OpenGL. Vous n'avez pas le droit de modifier et de revendre la solution, mais par contre, vous pouvez l'utiliser indéfiniment, sans problème, et profiter des mises à jour. En termes de compétences techniques, le SaaS en demande moins, puisque vous avez en fait un système qui est cadré, donc vous avez de toute façon des limites. Vous ne pouvez pas faire plus que ce qu'il y a en termes de fonctionnalité. Donc vous utilisez fonctionnalité, ça demande quand même des compétences techniques à partir du moment où vous voulez commencer à faire de la personnalisation et même du développement, ce qu'on peut faire dans Shopify. On peut développer sous Shopify. Par contre, en termes d'open source, là, c'est toujours un petit peu plus compliqué et effectivement, ça va nécessiter quand même forcément des compétences techniques, donc avoir un développeur au moins qui puisse vous aider ponctuellement. Là, maintenant, c'est la mise à jour du CMS. On n'en parle pas sur le SaaS parce que c'est fait automatiquement. Vous ne voyez pas. Vous payez et ça, c'est mis à jour. Par contre, au niveau open source, ça nécessite une intervention manuelle. Donc, dès qu'il y a une mise à jour du CMS, il faut mettre à jour. Mais dès qu'il y a une mise à jour aussi des modules, des extensions, il faut les mettre à jour. Donc là, ça demande forcément plus de temps. Et donc, si vous sous-traitez cette partie de maintenance, elle a un coût. Donc, ce sera plus cher. Mais au final, là aussi, le SaaS, vous le payez dedans. Donc, à voir si vous vous y retrouvez. Alors, valorisation financière. Ça, c'est un petit peu, c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Quand vous créez votre entreprise et avec en pure player, par exemple, ou pas, mais surtout en pure player, si vous êtes propriétaire de votre site et de vos données,
c'est beaucoup plus facile de le revendre, votre site, et de le valoriser que quand vous êtes en SaaS. Bon, il y a des exceptions, ce n'est pas une règle qui est vraie tout le temps, mais c'est dans le constat, on voit plus de sites open source qui se revendent plus facilement que des sites en SaaS. Au niveau comptable, normalement, on peut amortir sur 3 ou 4 ans le site open source dans votre investissement, en fait, qui va être fait. Par contre, là, non, puisque c'est une charge mensuelle, donc ça ne rentre pas dans l'amortissement. Là, vous avez cette chance-là de pouvoir amortir le site e-commerce. Le budget de création, en général, il est plus faible pour un SaaS. Ça démarre à quelques dizaines, centaines d'euros, voire milliers, hein. Quand même, quand on veut faire un site Shopify personnalisé et géré par un freelance ou une agence, il faut quand même avoir un budget de 5 000 euros à peu près, hein, si on veut faire ça vraiment bien. L'open source, ce sera forcément un peu plus. Alors, vous trouverez toujours des freelances ou des gens qui vont, voilà, le cousin, l'ami de, etc., qui va vous proposer ça pour pas cher. OK. Maintenant, le problème, c'est le suivi. C'est-à-dire que derrière, quand cette personne-là sera pas compétente pour résoudre un bug, ou sera en vacances, ou arrête parce qu'elle n'en vit pas, ce genre de choses, là, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Et c'est pour ça, bon, méfiez-vous. Évolutivité. Donc là, le SaaS, c'est limité d'une certaine façon si on veut l'utiliser en standard. Oui, on est limité. L'open source, de par sa nature, on peut facilement greffer des extensions, des modules ou faire des petits développements. C'est beaucoup plus accessible. Et aujourd'hui, on a plus de compétences sur les solutions open source que sur du SaaS. Même si le SaaS commence à ouvrir cette voie-là. Donc, choisir son modèle en fonction du budget, des compétences et de ses objectifs. Alors, parlons un peu de budget et on en finira là-dessus. Donc, selon le modèle économique que vous choisissez, soit abonnement mensuel ou l'open source qui nécessite du coup un investissement et après un peu de budget de maintenance, mais vous n'aurez pas cette contrainte de loyer. Il faut prendre en compte donc l'abonnement mensuel, les commissions sur CA. Alors ça, attention, c'est gros hartung là-dessus. Les commissions sur CA, ça peut très très vite être très importante. Quand on prend les taux de 2,4, je ne sais plus, je crois de mémoire, sur Shopify, en fait, vous arrivez très vite à 10 000 euros de commission par an. Et 10 000 euros de commission par an, c'est le prix d'un open source, en fait. Donc, vous investissez 10 000 euros dans votre outil et après, vous avez un budget qui est bien plus faible sur l'année. Donc, il y a un moment donné, dès que vous dépassez un plafond en termes de commission et d'abonnement sur le SaaS, posez-vous la question de basculer peut-être sur l'open source qui sera moins cher. Mais là encore, tout dépend de votre stratégie. Il y a des marques internationales qui sont sur du SaaS, comme SAP ou d'autres, et qui ont aussi tout le système de RP, CRM intégré. C'est des usines à gages, c'est un peu plus particulier. Création de projet, donc là, les deux. C'est-à-dire que vous aurez forcément du budget à mettre. Il sera moindre peut-être sur le SaaS et plus important sur l'open source. L'achat de modules, de thèmes, là, les deux sont concernés. Clairement, les modules en natif, vraiment, quand vous achetez un Shopify ou un WooCommerce, c'est presque des coquilles vides. Vous n'avez pas grand-chose. Et de toute façon, vous allez devoir rajouter des extensions qui seront payantes, elles, potentiellement avec en plus des loyers ou pas. Ça dépend des modèles. Donc, il faut bien checker tout ça. Le support des éditeurs. Alors, le support du SaaS, on n'en parle pas, puisqu'il est forcément intégré. Maintenant, à voir sur votre formule s'ils peuvent intervenir le week-end, parce que si le week-end, c'est un week-end fort pour vous de vente et personne ne peut réparer le problème ou débugger, c'est embêtant. Le support éditeur,
par contre, il est essentiel quand vous prenez l'open source. Alors, soit vous le déléguez à votre développeur en interne ou à vous, ou alors un freelance ou une agence. Je vous conseille plutôt au moins une petite agence pour avoir de la disponibilité. Et puis, après, éventuellement, avec l'éditeur aussi, un PrestaShop peut proposer un support, par exemple. L'hébergement, bah, la question se posera de l'hébergement et du coup, avec l'open source. Le SaaS, non, puisque c'est intégré dans le loyer. L'hébergement, il ne faut pas prendre un abonnement, un hébergement à 40 € par an. Vous n'aurez pas les performances pour ça. Il faut mettre plusieurs centaines d'euros quand même. Alors, ça dépend du volume, clairement. Ça, c'est encore une histoire de volume de commandes et de trafic. Donc, on peut démarrer, vous pouvez démarrer avec des petits serveurs, mais quand même dédiés e-commerce. Et puis, en fonction de la montée en puissance, bah, vous prendrez des serveurs un peu plus haut de gamme. Ensuite, la maintenance déléguée. Alors, en open source, oui, et SaaS aussi, on en parlait. Il faut mettre à jour. Alors, elle est intégrée forcément dans l'abonnement en SaaS. Par contre, il faut la prévoir avec l'open source pour mettre à jour vos modules. Et surtout, quand il y a des mises à jour, c'est rare qu'il n'y ait pas un bug à un moment donné. Donc, c'est important que quelqu'un puisse intervenir pour corriger tout ça. Alors, déterminez votre budget de création et de maintenance, surtout dans le cadre de l'open source. Et faites surtout un business plan, votre business plan sur 3 ans, en intégrant vraiment les investissements, les charges, les coûts récurrents, pour que vous puissiez vous projeter et voir justement à quel moment les commissions sur CA deviennent trop importantes pour basculer sur éventuellement un autre modèle, une autre solution. Mais encore une fois, projetez-vous sur 5 ans. Alors, je vous ai fait une petite courbe par rapport au budget de création que vous avez là, et les différentes plateformes qu'on a évoquées en amont avec en abscisse tout ce qui est évolutivité, personnalisation. Donc, on voit que voilà, le plus accessible, c'est Wix. Après, on est sur de Shopify. Après, on va être sur de l'Oxatis, qui est du SaaS aussi, du WooCommerce, qui est open source, c'est déjà plus cher. PrestaShop, c'est un peu plus cher. Avec OpenCart, ça, c'est les deux au même endroit. Un projet Magento, ça va être plus cher. Mais vous voyez, à chaque fois, on avance dans les possibilités, la personnalisation, les fonctionnalités que vous avez aussi en standard. Donc, vous avez de plus en plus de possibilités. Là, on dépasse largement les 100K avec Shopify Plus, SAP. On est sur des projets entre 100 et 300 000 euros. Alors moi, j'aime à dire que le CMS parfait est celui qui répond à vos objectifs sur 5 ans. Vous ne trouverez jamais le CMS parfait qui est pas cher, qui a toutes les fonctionnalités et que vous pourrez garder 10 ou 15 ans. Ça n'existe pas. Donc, à un moment donné, choisir, c'est renoncer. Donc, faites vraiment vos priorités, vos objectifs, faites votre business model et faites votre cahier des charges. Et là, vous aurez un CMS qui pourra répondre à vos attentes. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé parce qu'il y avait beaucoup de contenu. Mais il fallait que je vous dise tout ça parce que c'est vraiment important pour que vous ayez toutes les clés pour faire les bons choix. Merci beaucoup, Vincent, pour cette présentation très riche en informations. Je voudrais juste résumer en une phrase, en gros, les bonnes questions à se poser, si j'ai bien compris, avant de créer son site e-commerce. C'est quelles sont mes compétences en création et en gestion de site, quels sont les besoins de mon futur site e-commerce au niveau également des fonctionnalités et quel est mon budget. Du coup, c'est bien ça, en résumé. Oui, en résumé, ça fait partie de ça, oui, exactement. Ok, très bien. Merci beaucoup. On a une question, il y a Vanina qui nous a posé des questions. Surtout, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat ou alors à activer votre micro par la suite pour poser les questions. On va pouvoir commencer avec la question de
de Vanina. Est-ce qu'on peut commencer en SaaS et passer par la suite en open source sans perdre aucune donnée? Alors oui, on peut. J'en vois qui passent d'un Shopify, par exemple, à un WooCommerce ou un PrestaShop. En fait, il y a des gens qui se sont, des techniciens en fait, qui ont développé des solutions pour pouvoir récupérer les données. Par contre, normalement, on ne peut pas récupérer les mots de passe qui sont cryptés, et heureusement, comme les données bancaires qui parfois sur certains sites sont stockées. Donc là, non, ça, on ne pourra pas les récupérer. Et donc, il va falloir relancer le client en lui demandant de se reconnecter et de recréer un nouveau mot de passe. Donc ça, vous avez peut-être déjà vu ça dans votre vie de consommateur. Ça a pu vous arriver. Donc oui, on peut, mais par contre, il faut vraiment que ce soit pris en charge par des gens qui maîtrisent ce sujet-là. Ok, merci. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question. Merci pour la présentation. Elle était très intéressante. Est-ce qu'il y a moyen de savoir quel CMS utilise un site sans avoir contact avec les personnes du site, mais juste sur Internet? Oui, eh bien ça, vous pouvez installer. Alors, je vais vous mettre le lien. C'est Wappleizer, par exemple. C'est une solution, il y en a d'autres, que vous installez en extension dans Chrome. Et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur cette petite extension. Alors, bah, attendez, je vais partager l'écran, comme ça vous allez voir tout de suite. Hop, partager, voilà. Donc là, vous avez mon écran. Hop. Et j'ai ici Wappleizer, donc ça s'écrit comme ça. Et là, je vois en fait toute la technologie qui est utilisée par BigMarker, qui est la plateforme qu'on utilise actuellement. Toutes les solutions qui sont connectées, Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager pour la partie analytique, côté serveur, etc. On a Facebook, on a plein de choses. Et donc là, si je vais par exemple sur une cliente, Josette la Chouette, c'est rire toujours ça. Et bien là, bon, elle a un site e-commerce, on ne sait pas de quoi il s'agit. Je clique dessus, boutique en ligne, Shopify. Voilà. Est-ce que c'est une recommandation, Vincent, que tu peux faire éventuellement si un site nous plaît ou où on aime bien comment il est structuré, de justement aller voir quel est le CMS pour après pouvoir l'utiliser sur notre site e-commerce? Oui, bien sûr. Ben, ça fait partie effectivement de la veille que vous allez faire pour voir effectivement l'expérience utilisateur. Moi, aujourd'hui, je reconnais tout de suite le site Shopify, un site WooCommerce, un site PrestaShop ou un Magento. S'ils ne sont pas personnalisés complètement, je les reconnais tout de suite. Ils ont eu un parcours, une façon de présenter qui est propre à la technologie. Donc, s'il y a eu un parcours client qui vous plaît, bah oui. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'en standard, en natif, l'outil sera comme ça. Il y a peut-être de la personnalisation. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien avoir une démo de l'outil en standard, de tester pour voir ce que vous avez déjà de base. Merci. Avec plaisir. On a une autre question de Mathieu. Quels CMS sont les plus complets et intègrent leur CRM, ERP, etc. Mathieu. Alors, en général, ceux qui intègrent ces modules-là sont tout de suite des solutions assez onéreuses, nativement. Je parlais d'Ibris, de SAP. Là, on est sur des gros budgets. Par contre, donc ça en standard. On peut rajouter des bouts de CRM, des bouts de RP par des extensions qui vont venir se greffer sur les solutions. Je sais que sous PrestaShop, sous WooCommerce, il y a des éditeurs de solutions
qui ont intégré leur CRM ERP directement dans la plateforme. Dans Shopify, je ne sais pas. Je n'ai jamais été confronté à ce besoin-là. Donc, je ne sais pas dire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est connecter deux solutions bien distinctes si elles ont prévu un connecteur entre elles. Et donc, on peut fonctionner aussi de cette façon-là. Mais là, c'est un travail de petite fourmi, hein. Il y a tellement de solutions et de possibilités, on peut vraiment vite se noyer, hein, là-dedans. Ouais, Bon, tu recommandes quand même de ne pas prendre forcément énormément de fonctionnalités, sinon après on se perd et après c'est plus compliqué. Plutôt prendre peut-être un petit peu moins de fonctionnalités, que ce soit plus facile pour que ce soit plus facilement gérable. en fait, tout dépend de ce que vous avez aujourd'hui ici. Vous partez vraiment de zéro. Vous êtes 100% pure player. À un moment donné, ce sera intéressant d'avoir quand même un CRM. CRM qui peut d'ailleurs être suffisant avec Sendinblue. Vous avez un petit CRM dans Sendinblue, il peut être intégré dans la plateforme d'emailing. Après, vous êtes limité, mais bon, faut chercher. Faut chercher sur les marketplaces, en fait, des extensions des plateformes e-commerce. Vous avez des solutions de RP pour pouvoir faire votre commande fournisseur, faire un export comptable, voilà, pour que ce soit plus facile à digérer pour votre expert comptable. Donc, il y a plein de choses comme ça. Alors, Magento est plus complet que WooCommerce et par exemple, Magento, qui est plus complet que WooCommerce et Shopify, intègre des solutions. Alors, nativement, non. Là, encore une fois, ce sont des extensions, des modules externes d'éditeurs qui vont se dire, tiens, ça vaut le coup de faire un ERP ou un CRM pour Magento et qui vont l'intégrer dedans. Mais ça reste, c'est pas natif. Un CMS e-commerce, clairement, n'est pas fait pour faire du CRM et de la gestion commerciale. Donc, ça n'a jamais été dans leurs prérequis. Et ouais, non, c'est voilà. Après, il y a peut-être des CMS que je ne connais pas aujourd'hui qui font ça, mais bon. De rien, Mathieu. Je voulais savoir, est-ce que certains d'entre vous ont justement des sites e-commerce avec des CMS que vous avez mis en place? Est-ce que vous rencontrez des difficultés ou alors est-ce que vous êtes satisfait justement de certains CMS? Ce serait intéressant d'avoir votre avis. Entre ce que vous pensiez du CMS au départ et votre expérience sur le CMS, voilà. S'il y a un avant-après, ce serait intéressant. Je ne sais pas si on m'entend bien. Ouais, Oui. c'est bon, on t'entend. Moi, je suis sur WooCommerce et du coup, je suis sur Sendinblue pour le CRM et marketing automation et tout ça. Et au niveau, j'avais pas vraiment d'attente parce que j'y suis allé un peu en tant que débutant. Mais on va dire que je suis plutôt satisfait, même si on veut avancer, il faut quand même apprendre à quand même fouiller un petit peu dans le code, même sans avoir de grosses compétences, mais il faut quand même apprendre et personnaliser ce qu'il y a. Mais ça se trouve sur des forums et tout ça. Mais il faut quand même s'y intéresser. Ouais. C'est l'open source, hein. Faut être un peu, faut être curieux, avoir soit du temps à perdre si vous voulez vraiment rester tout seul et vous avez du temps. Sinon, si vous voulez vraiment développer votre business, hein, vous pouvez. Il y a énormément de sites sous PrestaShop et Magento qui font des millions, des dizaines de millions d'euros de CA, hein. Donc, mais là, tout est soit internalisé avec une équipe de développement ou externalisé. Du coup, je rebondis un peu à la question. Du coup, pour ceux qui ont déjà créé un site, qui sont soit sur un SaaS ou une open source, combien vous avez budgétisé? Est-ce que ça collait au budget de base ou est-ce que ça vous a coûté plus cher que prévu?
Très bonne question. Alors, messieurs, dames? Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut répondre, mais moi, WooCommerce, alors de base, 0, de base gratuitement. Après, il y a l'hébergement, on va dire une bonne dizaine d'euros par mois. Le thème, si on veut un thème qui est un peu plus complet, c'est pas si cher que ça, mais thème plus support, on va dire, allez, 70 euros par an. Et après, j'ai pas d'autres choses qui me viennent en tête. Je sais que pour du CRM, on peut s'en sortir gratuit, mais sinon, même débuter avec 20 euros par mois. Et voilà. Après, j'ai pas eu de coût fixe parce que c'est moi qui l'ai fait, mais je sais pas vraiment. J'imagine que c'est plusieurs milliers d'euros pour quelqu'un qui veut externaliser et faire faire. D'accord, donc en fait, en gestion individuelle, si tu es seul à gérer, au final, un open source vaut moins cher qu'un SaaS, si j'ai bien compris. Parce que Shopify, on commence à 30 euros par mois, il me semble, pour Ouais. un truc débutant. Oui, et puis tu as les commissions sur les ventes. Donc oui, là, clairement, à ce stade-là, c'est moins cher. Par contre, attention, Mathieu, il se débrouille. C'est-à-dire qu'il va passer beaucoup de temps à aller sur des forums, à chercher, à bidouiller. Donc, ce temps-là, c'est du temps qui passe pas à développer sa stratégie de communication, à sourcer ses produits, à vendre, etc. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est important quand même de prendre ça en compte. Le temps, c'est de l'argent. Et vraiment, sur l'e-commerce, on peut vite passer des heures et des heures perdues comme ça. Enfin, c'est très chronophage. Bonsoir, je voulais juste prendre la parole rapidement. Merci Vincent pour ta présentation. Je voulais juste témoigner moi de mon expérience, qui est une toute petite expérience sur Shopify. J'ai commencé il y a 3 mois. Je suis parti un peu en mode skateboard, donc je me suis pas posé toutes les... Comment? Ou surfeur. Oui, mais en mode skateboard, c'est un peu. On monte sur la planche et puis on voit comment comment ça avance. Et j'en suis avec vous parmi les apprenants. Moi, j'ai commencé il y a une semaine uniquement le protocole de l'ECN. Mais c'est très bien parce que je viens de terminer le premier module et une des dernières leçons était sur le choix du CMS. Donc bon, moi j'ai déjà fait un choix. Je peux encore faire machine arrière, mais pour l'instant je suis sur un lancement de marque et de boutique. Donc je fais un petit peu de tout en même temps. Je fais beaucoup de défrichage et l'objectif c'est de se former. Mais pour répondre à la question des coûts, pour l'instant moi j'ai juste en fait, dans ma rampe de lancement, j'ai juste une boutique avec un compte de base à $29. Sur Shopify, précise. Sur Shopify, voilà, je fais pas de pub, mais voilà, moi, on m'a orienté là-dessus. Voilà, il fallait prendre une option. Pour l'instant, pour le démarrage, de ce que je peux voir au quotidien sur Shopify, déjà, j'apprends énormément de choses. Et il y a déjà beaucoup de découvertes. Et dans Shopify, il y a déjà beaucoup de menus. Pour ce qui est de la personnalisation, il y a des boutiques gratuites et après il y a des boutiques qui sont entre les 200 et $300. Et déjà, ces boutiques-là sont déjà aussi beaucoup plus fournies. C'est ce que je commence à visualiser. Moi, j'ai un gros travail à faire sur mes fiches produits et sur ma présentation et ma charte graphique. Mais bon, je travaille sur tous les aspects. Il y a également un CMS intégré qui permet déjà de faire des choses et des plateformes sur Pinterest, sur Instagram et Facebook qui marchent. Moi, avec mon petit niveau en informatique, j'ai réussi à faire des choses, même si c'est pas encore parfait. Il y a quand même, c'est un peu plug and play. Et on a vu dans tes chiffres aussi, Vincent, on a quand même un grand nombre d'utilisateurs sur Shopify. Donc, on peut supposer qu'il y a aussi énormément d'outils et énormément de plugins sur Shopify. Je fais pas de pub du tout parce que je m'intéresse aux autres boutiques aussi et je trouve ça très intéressant.
Oui, non, mais c'est bien. Après, tu vas voir, avec la montée en puissance, tu auras l'achat de modules, d'extensions que tu n'as pas forcément aujourd'hui. Euh, et puis, bah, tu verras de toute façon ton chiffre d'affaires aussi et tes commissions partir chez Shopify. À un moment donné, je te le souhaite aussi, c'est Oui, d'arriver à te questionner en disant, oula, ça commence à être important comme commission, faut que je réfléchisse à ma stratégie là. oui, c'est tout ce que je me souhaite. Mais Oui, effectivement, c'est un point que j'ai noté, ouais. ouais, De surveiller, c'est un indicateur. c'est ça, exactement. Bon, bah, très bien. Bah, merci Mathieu, en tout cas, pour ton témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages, d'autres questions? Enfin, vous l'aurez vu, hein, le CMS, c'est pas anodin. Quand on en prend un, qu'on y met tout son catalogue, ses produits, on fait des ventes, on peut pas changer comme ça facilement, hein. Donc, c'est pour ça que c'est important de se poser les bonnes questions dès le départ. Alors, vous m'entendez? Oui, donc il y a plein de Camille ce soir, hein. Oui. Moi, j'avais mis une question finalement dans le groupe. C'était de savoir est-ce que c'est opportun finalement d'essayer de faire le moins de personnalisation possible, c'est-à-dire d'utiliser le plus possible les versions standards des CMS. Est-ce que ça, c'est une question à se poser aussi dans le choix du Oui, CMS? bah, oui, alors après, l'avantage du standard, c'est que tu n'auras pas de problème, tu auras de bonnes performances. Plus tu rajoutes des extensions, des connexions à des réseaux, à des logiciels, etc., et plus les performances vont s'écrouler. Donc, il va falloir du serveur et tout ce qu'il faut derrière. Donc ça, c'est le problème. Euh, Maintenant, plus tu as de personnalisation et de complexité, plus tu auras de bugs et plus ça te coûtera. Donc, oui. Donc, oui, le standard, je te réponds oui. Sauf au niveau marketing. Parce que si tu es standard, tu ne vas pas pouvoir te distinguer. Tu ne seras pas différente des autres. Et le marketing, c'est quand même aussi la clé. Donc, avoir un site lambda qui ressemble vraiment au site Shopify ou e-commerce de base, ça donne pas forcément confiance. Parce qu'il n'est pas non plus mis en valeur. Il n'a pas le graphisme qui est sympa, qui répond à ton univers de produits. C'est pas ton identité. Donc, l'idée, c'est de trouver ce juste compromis avec vraiment une personnalisation au moins graphique, avec des fonctionnalités par contre de panier, tout ça, les plus standards possibles. Et tu commences comme ça, et après tu évolueras. L'e-commerce, c'est pas à pas, de toute façon. Arriver avec l'artillerie lourde, tout de suite, la grosse boutique, alors qu'on n'a aucune expérience, c'est vraiment prendre beaucoup de risques. Donc, non, il faut y aller crescendo en compétences, il faut apprendre aussi de sa boutique. C'est vraiment comme quand tu passes ton permis, ta première voiture, eh ben, au début, tu roules cool, tu fais gaffe, et puis petit à petit, voilà, tu montes en compétences et en facilité avec ton outil. Merci. Bah, avec plaisir, Camille. Ouais, je sais pas changer, je sais pas comment faire pour changer le nom. T'inquiète pas, c'est pas grave. Ouais, Moi, c'est Christine, sinon. merci pour ta question. On a un petit souci. Il y a beaucoup de Camille qui apparaissent ce soir. C'est le lien en fait qu'elle vous a envoyé. Du coup, c'est sous son nom, c'est pour ça. Et j'avais juste une question pour revenir sur ce que tu as dit, Mathieu. Donc, en gros, tu as lancé ton site il y a 3 mois sur Shopify. Et est-ce que tu as déjà des ventes ou est-ce que tu vois déjà des aspects positifs à tout ce que tu as mis en place et tout ce qu'il faudrait que tu modifies? Des ventes, oui, c'est un peu anecdotique, mais je fais peu de ventes en ce moment, mais ma boutique est pas sexy, donc c'est le gros du travail que j'ai à faire aujourd'hui. Je manque un peu de temps parce que je fais de la production en même temps et du développement de produits.
mais on y va pas à pas. Voilà, c'est ma première voiture, comme il dit Vincent, j'aime beaucoup l'image. Je trouve que j'ai des bons indicateurs de visite de la boutique avec le peu de communication que je fais sur. Alors, j'ai décidé de travailler uniquement sur un réseau social pour l'instant, qui est Instagram, et je fais un développement plutôt organique. C'est-à-dire que je me suis un peu recentré très rapidement. Je me suis dit, je vais vendre partout en Europe et dans le monde. Donc, j'ai travaillé mes coûts, ma boutique avec mes coûts d'expédition un petit peu partout. Et puis, très rapidement, je me suis recentré sur mon marché, sur le marché français déjà, pour y aller pas à pas. Et j'ai environ, là, je suis quasiment à 2000 connexions là en 3 mois. Je suis à plus de 500 connexions sur la boutique par mois. À travers des petites opérations sur Instagram, et j'ai pour objectif d'essayer de trouver des nouveaux canaux de communication sur des réseaux, mais des réseaux qui sont un peu moins traditionnels. J'essaye de chercher dans les forums, par exemple, pour qu'on parle de mon produit, parce que je crée une marque et je vends la marque en direct. Et donc, je suis allé chercher des influenceurs. Donc, aujourd'hui, je diffuse, mais je vends pas. Voilà, je diffuse des produits, mais je les vends pas. Mais ce qui me permet d'avoir un petit peu de visibilité et d'avoir des retours sur les réseaux. Ok. Non, c'est super important. Après, ce que je voulais dire, c'est que oui, effectivement, on peut lancer un site, même si on ne vend pas tout de suite. Il y a forcément des actions complémentaires à faire, par exemple, avoir du trafic, communiquer sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est que ça va venir un peu de fil en aiguille, comme tu disais. Et au moins, c'est top si tu peux voir les premières retombées et que c'est efficace. J'ai quelques touches, ouais. Et du coup, j'ai des clients qui me questionnent sur le produit, ça m'oriente un petit peu mieux aussi sur les fiches produits ou les questions que les clients peuvent se poser, les interrogations qu'ils peuvent avoir sur le produit. Donc, j'essaye d'y répondre. J'ai énormément de choses à développer, en fait, des tutos, des QR codes sur les fiches techniques qui permettent d'aller chercher un PDF. Il y a énormément de choses à faire. Plus j'avance, plus j'ai l'impression d'être dans du défrichage, en fait. Mais j'ai des bonnes touches. Il y a des gens qui sont intéressés. Il y a des gens qui se connectent au site. J'ai des fiches clients, mais qui n'ont pas acheté. Donc, tout ça, c'est des indicateurs qui sont très positifs pour faire avancer la boutique. Mais la boutique est vraiment pas sexy aujourd'hui, et je m'en rends compte tous les jours de plus en plus. Et j'essaye de me focaliser là-dessus, mais c'est difficile parce que c'est quelque chose que j'ai une certaine sensibilité pour ça, mais je manque de moyens et de compétences pour être vraiment efficace sur ce sujet. Ouais. Alors, l'idée, c'est de faire des ventes. Peut-être que je reviens juste sur un petit point stratégique. Parfois, se lancer sur un site e-commerce, ce n'est pas forcément la bonne solution. Peut-être démarrer sur une marketplace. Et là, au moins, vous testez vos produits, vous faites du chiffre et de la trésor. Là, c'est ce que je fais pour un client. Il vend des pièces détachées de store de menuiserie. Il est passé par Amazon. Il se fait voilà, dans les 70 000 euros de CA par mois sur des pièces détachées, sur un catalogue qui est très restreint. Tout ça, ça va lui donner un support financier pour pouvoir investir après. Et donc, il faut aller au plus simple. Il vous faut de la trésor, il faut des investissements. Après, Mathieu, tu peux très bien imaginer, vu que tu es fabricant, t'entourer d'un réseau de distributeurs. Et je pense que c'est aussi une bonne façon de vendre tes produits en B2B directement. Et puis avec aussi de la vente en ligne particulier. Mais tu vas voir, le particulier, ça coûte très cher parce que le budget web marketing est plus important que le budget informatique. Ouais.
Oui, j'ai commencé à ce levier aussi d'aller voir des boutiques tout simplement et donc j'ai offert des kits pour qu'ils essayent le produit et pour ensuite faire soit du dépôt, soit du contrat dans la région. Mathieu, je Ok. suis désolée, j'ai raté un épisode. C'est quoi que tu fais? Si tu veux bien Oui, le redire. je me suis pas trop présenté, oui, mais j'ai développé en fait j'ai un atelier, je fabrique des grippes antidérapants pour les surfs. C'est quoi? Des grippes antidérapants en liège. C'est des grippes éco-responsables qui sont en liège en alternative à la wax. Que tu as sur les surfs pour éviter de glisser Pour et te éviter- faire dévorer par les requins. D'accord. C'est quand même un marché niche. Oui. Oui, c'est un Et, marché très spécifique. Ouais. Ouais. et Ouais. c'est très bien parce qu'il aura moins de concurrents et moins de budget aussi. Et puis Ouais. après, il peut décliner sa gamme, il peut la développer. En fait, Mais là, c'est Vincent, là, moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est vraiment de travailler sur la longue traîne. Ah bah oui, oui, bien sûr. sur là, j'ai pas compris. La longue traîne en référencement naturel, c'est vraiment des mots-clés très spécifiques. La longue traîne. Oui, Ouais. ça s'appelle comme ça. Mais tu D'accord. verras dans la formation, ça, c'est Ah oui, des d'accord. choses qui seront Ouais. abordées, ouais. Ouais. L'atelier thématique arrive à sa fin. Ça a été très riche. Encore une fois, merci Vincent pour tout cet enseignement. J'espère que ça vous a tous énormément appris. Vous recevrez le replay et les slides également de Vincent si tu veux bien. Oh oui. Et surtout, n'hésitez pas toujours, et encore une fois, nous envoyer éventuellement vos questions si vous bloquez. Avec Camille, on est là pour y répondre et ça sera avec plaisir.